Voilà, nous entamons la troisième partie de notre projet expérimental qui consiste à collecter les mêmes données que dans les mêmes conditions que celles qu'on a utilisées dans la première partie du projet. Donc à l'aide des mêmes capteurs accélérométriques, nous allons mesurer les accélérations sur le bâtiment qui est équipé cette fois d'une masse additionnelle dont la valeur est inconnue et l'objectif sera donc de la déterminer dans la quatrième partie qui va apparaître tout à la fin de ce tutoriel et qui consiste à mettre à jour le modèle élément fini qui a été développé dans la deuxième partie. Alors voilà, donc après avoir étudié les propriétés vibratoires donc, du bâtiment dans sa configuration, qui est une configuration de référence, qu'on va appeler vide, je voudrais tester simplement avec vous la possibilité de tenter de modéliser le comportement de cette structure. Alors pour le modéliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement essayer de développer un petit modèle de structure qui est très simple et qui nous permettra de représenter les propriétés de ce modèle-là. Donc comment est-ce qu'on va modéliser ça? On va modéliser le bâtiment comme étant composé de planchers supposés infiniment rigides et qui sont connectés entre eux par des éléments de poutres, ce sont des colonnes ici, dont la raideur est une raideur en flexion, EI qui est connue, et on va supposer que si les planchers sont parfaitement raides, on va supposer que la raideur d'une colonne correspond à une raideur d'un élément qui est bi-encastré, et donc on a un 12 EI sur la hauteur d'étage au cube qui correspondra à la raideur de chaque étage. Donc on a des tiges filetées ici dont le diamètre est connu, des tiges filetées, il y en a 4 comme ceci. Les masses de chacun des planchers, on peut les connaître aussi. Donc toutes ces informations-là vont vous être données dans un petit document de référence. Et puis connaissant donc toutes ces informations, vous allez pouvoir développer un modèle de ce petit bâtiment-là et vérifier si effectivement le modèle est capable de prédire les valeurs des fréquences propres que vous avez calculées et éventuellement les modes propres que vous avez calculés. Alors si ça fonctionne bien et que vous avez un modèle prédictif qui est un modèle prédictif correct, bien donc vous devriez être capable de représenter des fréquences propres qui sont des fréquences propres du bâtiment dans sa configuration de départ. Alors je parle de configuration de départ, pourquoi? Parce qu'on va bientôt modifier la configuration du bâtiment. Ok, j'ai relancé une fois des vibrations libres pour que vous puissiez imaginer, que vous puissiez ressentir de nouveau le temps caractéristique qui correspond aux vibrations de ce bâtiment-là. Alors comment est-ce qu'on va faire pour le modifier, ce bâtiment? Je prends un morceau de pierre, il est relativement lourd, c'est un morceau de pierre bleue qui fait 2 cm d'épaisseur et qui fait 25 cm sur 25 cm. Je vais le déposer sur le deuxième étage, voilà ici, il est suffisamment lourd pour que le frottement entre la pierre et le morceau de bois fasse en sorte que la pierre ne bouge pas. Et puis je vais recommencer la même opération. Bien sûr, si vous imaginez ce type de bâtiment en termes de modèle, on l'a modélisé maintenant avec ces 4 degrés liberté, premier, deuxième, troisième et quatrième degré liberté. On vient d'ajouter dans la matrice de masse, on vient d'ajouter une masse relativement importante sur le degré liberté 2, qui est tout aussi importante quasiment que la masse qui existait déjà à cet endroit-là. A priori, elle est inconnue. Moi, la masse du pavé, je la connais parce que je l'ai mis sur ma balance tout à l'heure et je sais précisément quelle est la masse du pavé. Mais qu'est-ce qui se passe quand on modifie cette structure? Évidemment, regardez, si je lance de nouveau une vibration libre, bien, on se rend compte que les vibrations apparaissent à des fréquences qui sont un petit peu plus lentes. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas touché à la raideur du bâtiment, les colonnes sont les mêmes, mais par contre, on a augmenté la masse. Si on a augmenté la masse, racine carrée de k sur m, si on augmente la masse, on va diminuer les fréquences. Si on diminue les fréquences, on augmente les périodes. Après avoir augmenté les périodes, donc comme ceci, on voit bien que les mouvements sont un petit peu plus lents que les mouvements qu'on avait tout à l'heure. Ok, donc la question que je vous pose maintenant, c'est, compte tenu du modèle du bâtiment que vous avez réussi à updater, donc à mettre à jour sur base des données expérimentales du bâtiment à vide, la question que je vous pose maintenant, c'est quelle est la masse du pavé que j'ai ajouté? Et si votre modèle est correct, vous êtes capable de calculer en configuration à vide les fréquences propres, vérifier que ces fréquences propres correspondent bien aux fréquences du bâtiment qui était le bâtiment à vide. Si ce n'est pas le cas, il faut ajuster un tout petit peu les raideurs parce qu'on a supposé que c'était 12 EI sur la hauteur d'étage au cube pour les raideurs des colonnes, mais en réalité, l'encastrement n'est pas parfait ici au-dessus. Vous voyez qu'on a 2 écrous là-bas, mais c'est pas pour ça que l'encastrement il est vraiment parfait, d'accord? Donc il faudra probablement ajuster un tout petit peu cela. À partir du moment où le modèle est ajusté, qu'est-ce que je vous demande de faire simplement ici? C'est de modifier la valeur de la masse qui se trouve au niveau du deuxième degré liberté
de manière à pouvoir retrouver les fréquences propres, qui sont les fréquences propres qui ont été mesurées dans la configuration numéro 2. D'accord? Donc, il faut savoir que dans la configuration numéro 2, je l'ai passé ici sur la vidéo, mais je reproduis pour vous exactement les mêmes 3 tests que tout à l'heure. Donc, un test de lâcher libre à partir du dessus. J'ai reproduit un test de lâcher libre à partir du 2e étage, où de toute évidence, on aura un petit peu plus d'importance de la réponse dans les modes plus élevés. Et je reproduis aussi le 3e test qui consistait à mettre un impact ici et à modifier, ou à solliciter en tout cas, les modes à plus haute fréquence. Voilà, j'espère que tout ça est bien compris. La balle est dans votre camp. Je vais vous donner quelques indices supplémentaires au niveau de la programmation dans MATLAB et au niveau du traitement de données. Donc on se retrouve sur l'ordinateur pour la suite des opérations. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de démontrer avec vous sur MATLAB en version hands-on, donc la manière dont on peut déterminer les fréquences propres, coefficient d'amortissement et mode, puisqu'elle s'apparente exactement à ce qu'on a déjà fait dans la toute première partie de cet exercice. Donc si ce n'est pas encore parfaitement maîtrisé, n'hésitez pas à retourner à la première partie et vous entraîner de nouveau avec des routines MATLAB. On peut donc se contenter ici de commenter les résultats obtenus. Notamment, on voit que en termes de fréquence propre, par exemple, on passe de 2,85 Hz pour le premier mode à 2,02 Hz pour le premier mode toujours, mais dans la version avec la pierre bleue. Donc on voit qu'on a une réduction significative de la fréquence propre. Pareil pour le deuxième mode et pareil pour les modes suivants. La réduction est peut-être un petit peu moins importante. Par exemple, pour le mode numéro 3, une manière de comprendre pourquoi, c'est qu'en fait, dans le mode numéro 3, on voit que l'étage numéro 2 ne bougeait déjà pas beaucoup. Et donc, si on ajoute une masse à cet étage-là, il n'y a pas de raison que la fréquence propre change fondamentalement. Voilà, alors que peut-on dire d'autre? C'est que la forme du premier mode, par exemple, elle est relativement inchangée. Par contre, les formes des modes suivants, elles sont quand même relativement affectées par la présence de la pierre. Donc on peut s'attendre à ce que la signature du bâtiment soit fondamentalement affectée, en tout cas dans ces modes les plus hauts, par la présence de petites modifications comme celle-là. Une chose qui est relativement intéressante à voir dans les formes des modes ici qu'on obtient, c'est que dans le mode 3 et le mode 4, vous voyez qu'en fait la masse qui est ajoutée au niveau de l'étage numéro 2 est tellement importante que les deux modes deviennent parfaitement orthogonaux, ils sont complètement découplés. Donc dans le mode numéro 3, on a une vibration uniquement du premier étage, et dans le mode numéro 4, on a une vibration uniquement des étages 3 et 4. Et dans les deux cas, l'étage numéro 2 ne se déplace pas énormément dans la forme du mode. Voilà, donc maintenant l'idée c'est d'exploiter ces résultats-là, donc les modifications sur la fréquence et sur les modes propres, pour identifier la valeur de la masse qui a été ajoutée sur le second degré de liberté. Alors voilà, donc pour faire ça, vous l'avez compris, on doit revenir absolument dans nos routines MATLAB. Donc je récupère celle qu'on a développée dans le cadre de la partie 2 de cet exercice. Donc je vous rappelle très rapidement que nous avions identifié des fréquences propres dans le bâtiment initial, des modes propres dans le bâtiment initial, que nous avions développé un modèle élément fini. Nous avions ensuite, à l'aide de cette commande-là, qui est excessivement importante, donc EIG, calcul de vecteurs propres et de valeurs propres, nous avions calculé les modes propres et les fréquences propres. Les fréquences propres sont les racines carrées des fréquences circulaires, donc des oméga carrés, divisées par 2pi. Donc on les obtient en prenant la racine carrée des éléments diagonaux de D et en les divisant par 2pi, et les modes, nous les avions normalisés. On avait ensuite modifié légèrement les raideurs de chacun des étages en construisant une autre matrice de raideur qui était construite de cette manière-ci. On n'avait par contre pas touché à la matrice de masse en supposant que les masses sur chacun des étages étaient identiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On s'était bien sûr assuré que les fréquences propres et les modes propres calculés étaient similaires. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est ce qu'on vous a demandé de faire comme petit challenge, si vous voulez, à la fin de l'énoncé précédent. La question consistait à modifier la matrice de masse et la matrice de raideur, de manière à prendre en compte la position du pavé bleu ajouté. Donc je rappelle ici les valeurs des fréquences propres et des modes propres qui ont été obtenus, ceux qui ont été utilisés pour représenter les modes dans la vidéo de tout à l'heure. Et puis ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que
Sur le degré de liberté numéro 2, on vient ajouter une masse. Donc pour le moment, la masse, elle était inconnue. Je l'appelle mu. Je fais varier cette masse du pavé entre 0 et 10 kg, par pas de 0,1 kg, donc par pas de 100 grammes. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vais simplement dire mu est égal à mu de I mu, d'accord? Donc on a vraiment la valeur de la masse ici. Je viens récupérer pour la matrice de masse, je vais récupérer la matrice de masse de la structure à vide, et je viens simplement lui dire que pour l'élément I d'off, donc au degré de liberté 2,2, donc c'est-à-dire l'élément diagonal 2,2 de la matrice de masse, je viens lui ajouter la masse du pavé qui est ajoutée. Avec cette nouvelle matrice de masse, on peut calculer les valeurs propres, les nouvelles fréquences propres et les nouveaux modes propres, exactement de la même manière que ce qu'on a fait précédemment. Tout ceci est stocké dans un vecteur des fréquences, c'est stocké dans une matrice avec les valeurs des modes propres, et ensuite on peut même calculer une erreur, qui est l'erreur globale, c'est une erreur, je dirais, moyenne, globale, relative. On n'a pas décidé de faire très compliqué ici. En fait, pour être tout à fait honnête, je dois vous avouer que la mise à jour de modèle élément fini, en fait, ça constitue une théorie qui est relativement poussée, relativement importante. Elle commence à peine à se développer dans le monde du génie civil, et en fait, elle se base sur des théories qui sont un petit peu plus compliquées que simplement des estimations d'erreurs comme celles qu'on a ici. Donc on a pour faire simple, donc une erreur relative sur les valeurs des fréquences. Je prends une valeur moyenne de cette erreur relative en valeur absolue, et ça me donne une erreur. Donc l'idée, ce serait de faire quoi? Ben, ce serait de trouver la valeur de la masse à ajouter mu, ou bien l'index I mu, qui nous permettrait donc de minimiser cette erreur. En faisant de la sorte, on aurait simplement trouvé la valeur de la masse qui permet de faire en sorte que les valeurs prédites par le modèle élément fini, f, s'accordent le plus possible avec les fréquences f, f2 que nous avons mesurées et que nous avons stockées dans ce vecteur. Ok, donc si on lance ce code-là, bien, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais juste l'arrêter ici une petite minute. Voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons un graphe ici qui représente les valeurs des 4 premières fréquences calculées en fonction de la masse du pavé en kilos, et les fréquences propres calculées sont les fréquences propres calculées en Hertz. Vous voyez les ronds noirs correspondent aux fréquences que nous avions calculées dans la première version du bâtiment. Okay, donc ce sont les fréquences propres mesurées. Et les traits pointillés que nous trouvons ici, ce sont les nouvelles fréquences propres qui ont été identifiées. D'accord? Donc pour le premier mode, nous avons une fréquence de 2,02 Hz. Pour le second mode, nous avons une fréquence de 6,67 Hz. Nous avons une fréquence de 12,06 pour le troisième, etc., etc. Donc, si le modèle était parfait et si tout était pour le mieux dans le modèle que nous avons, bien, en réalité, les lignes en traits pointillés devraient intersecter les lignes bleues exactement pour les mêmes ordonnées. Donc si je calcule par exemple la valeur de la masse sur base de mon modèle prédictif uniquement sur base de la valeur de la première fréquence propre, bien j'aurais tendance à dire que la masse du pavé, bien en réalité, elle est égale à 6,2 kg. Voilà, c'est ici 6,2 kg. Bon, en fait, l'opération, on peut la répéter pour les différents modes, et vous voyez que si on fait la même opération pour le deuxième mode, la deuxième fréquence propre, ben, ceci nous dit que la masse du pavé, en fait, elle est 3,8. Okay, donc, tout ça nous montre que c'est un exercice qui n'est pas nécessairement simple, et la raison pour laquelle il n'est pas nécessairement simple, ben, c'est qu'on voit qu'en utilisant des informations différentes, on a des conclusions qui sont pas nécessairement concordantes. Donc, et la raison pour laquelle c'est pas concordant, ben, tout simplement, c'est parce que notre modèle n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire des modes 3 et 4? Vous voyez, là, c'est encore pire. Le mode 4, il est pas mal en réalité, parce qu'on a quand même une intersection ici, aux alentours de 4 kg. Donc ça paraît raisonnable. Par contre, pour le mode numéro 3, on voit qu'on devrait monter à une masse de pavé beaucoup plus grande que 10 kg. Et ça, c'est pas raisonnable, puisque le pavé, je l'ai porté simplement à bout de bras, il ne pèse pas 10 kg, j'en suis certain. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait on a un problème qu'on va simplement formuler comme un problème surdéterminé, et donc nous allons tenter de minimiser une erreur. Donc si je regarde maintenant la valeur de l'erreur en fonction de la masse du pavé, voilà la courbe que j'obtiens. Donc on sait très bien que l'erreur, je l'ai calculée comment? Comme une somme des erreurs relatives. On sait très bien que si la masse du pavé est très petite, on voit que les erreurs qu'on fait sont relativement importantes. Et donc, on voit qu'on est pénalisé, puisqu'on a une erreur de 0,25. Donc, une valeur d'erreur relative moyenne de 25%, donc c'est quand même relativement important.
Et puis plus on augmente la masse du pavé, plus ça diminue, ça diminue, ça diminue, et puis ça augmente. En réalité, ici, on voit les premiers, on a deux comportements qui sont deux comportements anguleux, mais qui correspondent au premier croisement ici et au deuxième croisement là-bas, qui sont les croisements les plus importants. Et si on avait un modèle qui en réalité était un peu mieux ajusté, on devrait avoir une courbe qui est plus lisse et qui permet de s'accommoder de ces modifications à ces endroits-là, et qui devrait nous donner un minimum quelque part aux alentours de entre 5 et, ou en tout cas entre 4,5 et 5,5 kg. 4,5 et 5 kg et demi. Voilà tout ce qu'on peut dire, ici sur la masse du pavé. Alors en réalité, la vraie masse du pavé, elle est égale à 5,3 kg. Je l'ai mesuré sur ma balance. Je vous montrerai peut-être une petite vidéo tout à l'heure pour se dégourdir et pour se changer les idées. Et donc si on reporte sur la courbe qui nous intéresse, les valeurs des fréquences qui sont calculées avec cette masse de 5,3 kg, en fait on voit qu'on ne fait pas du mauvais boulot du tout. Et puis alors maintenant en termes de fréquence, de mode propre, pardon, donc on peut comparer de nouveau le mode propre, qui est le mode propre identifié en trait noir continu, donc ça c'est le mode propre identifié. Et en trait bleu, on obtient le mode qui est le mode calculé avec cette masse de 5,3 kg. Donc vous voyez notamment que dans le mode 3 et dans le mode 4, on est capable de représenter correctement le fait que la partie supérieure du bâtiment ne bouge pas, que la partie inférieure du bâtiment ne bouge pas ici. Et ça, c'est une modification qui est substantielle par rapport à la configuration que nous avions sans la masse, donc les traits pointillés ici. Du bâtiment vide. Alors il y a juste une chose qu'on a loupée, c'est la forme du mode numéro 2. Bon, en soi on n'est pas trop mauvais, on a quand même assez bien capturé la forme, mais vous voyez par exemple que l'amplitude ici, qui est l'amplitude en bleu donc du mode calculé, elle est en fait 2 fois plus petite que l'amplitude du mode mesuré. Pareil ici, l'amplitude calculée est plus petite que l'amplitude du mode mesuré. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore tout à fait. On aurait peut-être dû trouver une technique un petit peu plus avancée pour faire la mise à jour de notre modèle élément fini. Mais bon voilà, ici on est dans un cours d'introduction. Je voulais vous introduire les techniques. Le principal, c'est d'avoir retenu les effets d'une masse ajoutée sur un bâtiment. C'est d'avoir retenu précisément l'idée de cette analyse paramétrique, le fait que les fréquences et les modes peuvent changer quand on modifie la distribution de masse dans un bâtiment. Et puis sur le plan programmation, donc l'idée c'était d'avoir bien compris l'utilisation de la fonction EIG dans MATLAB pour calculer les valeurs propres et les fréquences propres, qu'on peut relier aux fréquences propres et aux modes propres de vibration, et ensuite d'utiliser une fonction de normalisation que vous avez dû reproduire et coder par vous-même. Voilà, j'espère que ceci est relativement clair. J'espère aussi que les informations que j'ai pu donner dans ces quelques tutoriels vous auront permis de bien comprendre les effets des réponses libres des bâtiments et de comprendre davantage la théorie de la dynamique des structures. Je voulais vous remercier pour votre attention. Vous souhaite bonne suite, bon vent, bon apprentissage dans la suite. N'hésitez pas à continuer maintenant avec de la théorie. Et je remercie le caméraman Simon qui m'a filmé. Et puis je partage avec vous les quelques bons moments qu'on a eus sur la réalisation de cette vidéo. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous allons... Coupe. Bonjour à tous, voilà.